Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de statistique de L2SV de l'AMU. Aujourd'hui, nous allons parler de probabilité et de loi de probabilité. Après une courte introduction, je vais passer aux nécessaires définitions, puis je parlerai des probabilités, des relations importantes que vous avez déjà vues en terminale et du théorème de Bayes. Nous verrons finalement les lois de probabilité pour les variables discrètes et les variables continues. Je vais commencer par une très courte histoire des probabilités. Historiquement, le premier moteur de la compréhension des événements aléatoires va être les jeux de hasard, qui sont des jeux d'argent. D'abord au XVIe siècle, avec l'italien Cardano, qui va décrire notamment comment un jeu de dés se comporte. Le siècle suivant viendront les Français Pascal et Fermat, qui vont décrire formellement les premières théories des probabilités, une fois de plus pour mieux comprendre les jeux de hasard. Aujourd'hui, ces théories sont largement admises et elles font partie de la culture générale. Mais ce n'était pas le cas au XVIIIe siècle. On rapporte en particulier que Voltaire, avec un ami mathématicien, Condamine, vont participer à une loterie de la ville de Paris dont ils comprennent que les gains sont plus importants que le prix de l'ensemble des tickets de vente. Ils vont acheter tous les billets et ça va être le départ de la fortune de Voltaire. Mais au XIXe siècle arrive Darwin et l'origine des espèces, qui va chambouler énormément les sociétés publiques et scientifiques. Et cette théorie va avoir une influence décisive, notamment sur Galton, qui est le cousin de Darwin, qui va essayer de décrire les lois de l'évolution à partir de lois mathématiques. Galton va mettre en place un institut dans lequel Pearson et Fisher vont fonder les statistiques modernes, notamment en s'intéressant à des problèmes biologiques. Pourquoi s'intéresser aux probabilités en biologie ? Les phénomènes biologiques sont fondamentalement aléatoires, de l'échelle d'une protéine jusqu'à l'échelle d'un individu. Si on imagine le fonctionnement du polymérase ARN, elle va fonctionner grâce à la diffusion aléatoire de nucléotides qui vont correspondre à la séquence d'ADN qu'elle transcrit. De même, l'aléatoire va dominer dans certaines de nos décisions, ou ici dans la décision d'une souris d'aller à gauche ou à droite dans un labyrinthe. Pour décrire ces phénomènes, nous allons les modéliser en utilisant la théorie des probabilités. On appelle cela le modèle probabiliste. Le but du modèle probabiliste va être de donner une version mathématiquement idéalisée de la réalité. Dans l'hérédité, par exemple, on va supposer qu'une caractéristique passe d'une génération à une autre avec une probabilité de 1/2 ou de 1/4 exactement. On fait ça parce que c'est une excellente approximation dans la réalité et on s'en contentera dans la majorité des cas, mais ces probabilités peuvent être affectées par des mutations spontanées par exemple. Et évidemment, dans ce cas-là, les probabilités vont être légèrement modifiées. Même si la modélisation peut paraître arbitraire, elle est nécessaire pour simplifier un phénomène et simplement pour pouvoir communiquer. Passons maintenant à deux définitions importantes. Tout d'abord, la variable aléatoire que nous allons utiliser systématiquement. La variable aléatoire va nous permettre de décrire le résultat d'une expérience. Ainsi, si x est le résultat d'une expérience ou d'un essai, on dira que la variable aléatoire grand X a pris la valeur petit x pour cette expérience. Par exemple, pour la variable aléatoire surface de l'aile d'un papillon, les valeurs pourront être de 995 mm², 837 mm², etc. Un autre concept important est la probabilité. On va utiliser ici la définition fréquentiste de la probabilité, on en verra une autre un peu plus tard dans ce cours. La probabilité d'un événement est sa fréquence relative pour un nombre infini d'essais. Ainsi, la probabilité prendra des valeurs entre 0 et 1. Lorsque la probabilité est de 0, l'événement est impossible, et lorsque la probabilité est 1, l'événement est certain. Nous allons maintenant revoir certaines relations que vous avez déjà vues en terminale, ainsi que le théorème de Bayes. Commençons par des événements incompatibles. Nous avons ici une table des probabilités qu'un individu de la population ait un type sanguin donné. Si on veut par exemple savoir la probabilité d'appartenir au groupe sanguin A, on sait qu'appartenir au groupe sanguin A consiste à appartenir soit au groupe sanguin A+, ou au groupe sanguin A-. Ainsi, la probabilité d'appartenir au groupe sanguin A pourra s'écrire comme la probabilité d'appartenir à la population des individus appartenant du groupe sanguin A+, ou A-, ou en utilisant l'écriture mathématique traditionnelle avec le signe union. Comme ces deux événements sont incompatibles, on écrira que P de A est égal à P de A+, plus P de A-. Ainsi, la probabilité d'appartenir au groupe A est de 0,44. On peut généraliser pour deux événements A et B incompatibles, et si deux événements A et B sont incompatibles, alors P de A union B est égal à P de A plus P de B. Si maintenant on s'intéresse à des événements indépendants, on peut prendre l'exemple de jeu de dés.
et se demander par exemple quelle est la probabilité d'obtenir 4 au premier lancer et 6 au deuxième. On sait que la probabilité d'obtenir n'importe quel nombre à un lancer est de 1 sur 6. Si maintenant on s'intéresse à cette succession de 4 puis 6, c'est la probabilité d'obtenir au premier lancer 4 et au deuxième lancer 6, qu'on écrira grâce au symbole mathématique inter, que c'est également la probabilité que le premier lancer soit 4, inter, que le deuxième lancer soit 6. Et comme les événements sont indépendants, on va simplement pouvoir multiplier les probabilités de chacun des événements, c'est-à-dire que la probabilité d'obtenir 4 puis 6, c'est la probabilité d'obtenir 4 multipliée par la probabilité d'obtenir 6. Ainsi, la probabilité d'obtenir 4 puis 6 est de 1/36e. En généralisant, si A et B sont deux événements indépendants, alors la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. On obtient assez simplement qu'un événement n'arrive pas, qu'on écrira sous la forme mathématique probabilité de non A est égale à 1 moins la probabilité de A. On écrit parfois non A par A bar. Par exemple, la probabilité de ne pas appartenir au groupe sanguin A+, sachant que la probabilité d'appartenir au groupe sanguin A+, est de 0,37, la probabilité de ne pas appartenir au groupe sanguin A+, est de 0,63. La probabilité conditionnelle joue un rôle très important dans la théorie des probabilités. Par définition, la probabilité de A sachant B est égale au rapport entre la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. On écrit généralement la probabilité de A sachant B en mettant un trait entre A et B. Vous avez peut-être vu parfois une écriture légèrement différente. On va mettre B en indice. Pour comprendre simplement ce concept de probabilité conditionnelle, on peut imaginer par exemple d'estimer la probabilité de voir une vache sachant qu'on sort de cours de Marseille ou la probabilité de voir une vache sachant qu'on sort de cours à Delhi. Évidemment, dans ces deux cas, la probabilité sera différente. Cette définition de probabilité conditionnelle nous permet d'introduire le théorème de Bayes. Si on utilise la définition de la probabilité conditionnelle de A sachant B et de B sachant A, on en déduit assez facilement le théorème de Bayes. La probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de B sachant A multipliée par la probabilité de A, le tout divisé par la probabilité de B. Voyons sur l'exemple des faux positifs comment utiliser le théorème de Bayes. Imaginez que vous ne vous sentez pas très bien. Vous allez voir un médecin qui va faire un test sur vous, et 2 semaines plus tard, il vous donne le résultat du test. Vous êtes testé positif pour une maladie rare. On sait que 0,01% de la population est atteinte par cette maladie. La fiabilité du test que vous avez suivi est de 99%. C'est-à-dire que si vous êtes malade, dans 99% des cas, le test sera positif. Et on sait également que le test peut donner des faux positifs. Le taux de faux positifs pour ce test est de 2%. C'est-à-dire que même si vous êtes sain, dans 2% des cas, le test vous donnera un résultat positif. La question est maintenant de savoir quelle est la probabilité que vous ayez cette maladie, sachant que vous avez été testé positif. Faites une pause sur cette vidéo et réfléchissez à une réponse. D'après vous, avez-vous des chances importantes ou des chances faibles d'avoir cette maladie ? En traduisant le théorème de Bayes pour cet exemple, on pourra écrire que la probabilité d'être malade sachant que le test est positif est égale à la probabilité que le test soit positif sachant qu'on est malade, multiplié par la probabilité d'être malade, le tout divisé par la probabilité d'être testé positif. On sait que la probabilité d'être malade est de 0,01%. La probabilité d'être testé positif sachant qu'on est malade est donnée par la fiabilité du test et elle est de 99%. Reste la probabilité d'être testé positif. On peut être testé positif lorsqu'on est malade, et également lorsqu'on est sain, et dans ce cas-là, c'est un faux positif. Ainsi, la probabilité d'être testé positif va être égale à la probabilité d'être malade multipliée par la probabilité que le test soit positif sachant qu'on est malade, plus la probabilité d'être sain multipliée par la probabilité que le test soit positif sachant qu'on est sain. Si on remplace par les différentes valeurs et qu'on utilise le théorème de Bayes, on obtient que la probabilité d'être malade sachant que le test est positif est seulement de 0,49%. Ce résultat peut paraître étonnant, mais réfléchissons un instant. Imaginons qu'on fasse passer le test à 10 000 personnes. On sait que dans cette population, en moyenne, il y aura un malade, mais si on fait passer le test à 10 000 personnes, le malade sera très certainement testé positif, mais puisque le test donne des faux positifs dans 2% des cas, il y aura environ 200 personnes qui seront testées positives pour cette maladie, alors qu'ils sont sains. On comprend qu'on peut résoudre ce paradoxe ainsi, et comprendre pourquoi la valeur de la probabilité est si faible. Mais alors comment savoir si on est malade ?
Une première possibilité est simplement de répéter l'expérience et voir si on est testé positif une deuxième ou une troisième fois à ce test. Pour déterminer la probabilité d'être malade, sachant qu'on est testé positif une deuxième fois, on va réutiliser le résultat obtenu dans la première expérience et l'utiliser dans la formule de Bayes. On va ainsi réactualiser notre connaissance, le fait d'être malade ou non, à partir de données nouvelles. Déterminer une probabilité par réactualisation est la façon dont Bayes imaginait de déterminer une probabilité de façon pratique. La définition fréquentiste de la probabilité, qui consiste à obtenir une probabilité à partir d'un nombre infini d'expériences, est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas atteindre en pratique, et la probabilité qu'on admet reste un modèle, alors qu'ici on a vraiment une définition pratique de la probabilité. En utilisant la formule de Bayes, on obtient qu'après 2 tests positifs, la probabilité va monter à 19,6%. Après un troisième test positif, la probabilité d'être malade sera de 54,7%, puis 85,6% au quatrième test. La deuxième façon de savoir si on est malade, et c'est le cœur du système de santé, ça va être de passer un test plus précis, mais souvent aussi plus onéreux, ou plus complexe, ou plus dangereux pour le patient. En utilisant un premier test peu coûteux, on peut sélectionner une sous-population potentiellement malade, et un deuxième test plus coûteux permettra d'obtenir une réponse quasi certaine. Si on appliquait le deuxième test dès le début à toute la population, on aurait certainement une réponse plus précise, mais avec un coût financier ou humain beaucoup plus important. On teste par exemple des futures mères pour savoir si elles sont porteuses d'un enfant qui est trisomique. La méthode la plus précise consiste à faire une biopsie sur le fœtus, mais cette méthode est très risquée pour le fœtus et peut causer des fausses couches. Une autre méthode un peu moins précise consiste à faire une prise de sang, et les analyses de sang vont indiquer si la mère est porteuse ou non d'un enfant trisomique. On va ainsi d'abord faire une prise de sang pour limiter la population à tester ensuite via une biopsie. Passons aux lois de probabilité. Les lois de probabilité ont cette chose remarquable qu'elles permettent de décrire un nombre très important de situations. Avec les 4 lois que je vais vous présenter, on peut décrire des problèmes en économie, en médecine, en sociologie, en biologie ou en physique par exemple. Nous allons voir 2 types de lois. Des lois quand on peut dénombrer des choses, c'est ce qu'on appelle les lois de probabilité pour variables discrètes, et ensuite des lois de probabilité pour variables continues. La première est probablement la plus connue des lois de probabilité pour variables discrètes, est la loi binomiale. La loi binomiale a été introduite par Bernoulli, et avant de commencer par la loi binomiale, on va commencer par la situation la plus simple qui a été décrite par Bernoulli, ce qu'on appelle un essai de Bernoulli. C'est une expérience qui peut donner 2 issues possibles, soit un succès, avec une probabilité P, ou un échec, avec la probabilité 1-P. Ce sera par exemple la probabilité qu'un phénotype passe d'une génération à une autre, que le prochain enfant soit une fille, etc. La loi binomiale correspond à n essais de Bernoulli. Pour le comprendre, on va commencer par un exemple. Imaginons qu'on fasse un croisement entre 2 drosophiles. Une drosophile a les yeux rouges et l'autre les yeux jaunes. Si on suit leur progéniture, on observe qu'une mouche issue du croisement aura la probabilité 1/2 d'avoir les yeux rouges et 1/2 d'avoir les yeux jaunes. Imaginons qu'on obtienne 10 mouches F1 issues de ce croisement. Combien de mouches parmi les 10 auront les yeux rouges ? Pour répondre à cette question, imaginons qu'on puisse suivre la séquence des naissances. Imaginons par exemple que les 3 premières naissances soient des mouches avec des yeux rouges, puis 2 mouches avec des yeux jaunes, une avec les yeux rouges, une autre avec les yeux jaunes, 2 avec les yeux rouges, et la dernière, une mouche avec des yeux jaunes. Au final, on obtient 6 mouches avec des yeux rouges et 4 avec des yeux jaunes. On sait que la probabilité qu'une mouche ait les yeux rouges ou jaunes est de 1/2, et ainsi la probabilité que cette séquence de naissance se produise, sachant que chacun des événements est indépendant, sera le produit de toutes ces probabilités, et donc la probabilité de cette séquence de naissance sera 1/2 à la puissance 10. Mais pour obtenir 6 mouches aux yeux rouges et 4 aux yeux jaunes, on aurait pu avoir d'autres séquences de naissance. Par exemple, on aurait pu commencer par 2 mouches aux yeux rouges plutôt que 3, et compléter ainsi pour obtenir 6 mouches aux yeux rouges et 4 aux yeux jaunes, ou commencer par 3 mouches aux yeux jaunes, etc. Ainsi, pour déterminer la probabilité d'obtenir 4 mouches aux yeux rouges et 4 aux yeux jaunes, il faut déterminer le nombre de séquences de naissance qui donnent lieu à ces 6 mouches aux yeux rouges et 4 aux yeux jaunes. Pour cela, on va utiliser les combinaisons, et le nombre de séquences qui donnent lieu à cette combinaison de 6 mouches aux yeux rouges et 4 aux yeux jaunes est donné par la combinaison de 6 parmi 10, qu'on calcule en faisant le rapport de factoriel 10 divisé par factoriel 6 fois factoriel 10-6.
Ainsi, la probabilité d'obtenir 6 mouches aux yeux rouges et 4 aux yeux jaunes est le produit de la combinaison de 6 parmi 10 multiplié par 1/2 à la puissance 10. On peut donner une formulation générale à la loi binomiale. Si n est le nombre d'essais et p la probabilité qu'un essai soit un succès, alors la probabilité que n essais donne lieu à k succès est donnée par la loi binomiale suivante. P de x est égal k et le produit de la combinaison de k parmi n multiplié par la probabilité qu'un essai soit un succès à la puissance k multiplié par la probabilité que l'essai soit un échec, c'est-à-dire 1 moins p à la puissance n-k. Pour obtenir la valeur de cette probabilité dans R, on utilisera la fonction des binômes, où on indiquera au logiciel le nombre d'essais qui sont un succès, le nombre d'essais total et la probabilité. On écrit généralement qu'une variable aléatoire x suit une loi binomiale de probabilité p pour n essais sous la forme suivante: grand X, tilde, grand B pour loi binomiale, p et n qui correspondent aux paramètres de la loi binomiale. Pour mieux comprendre comment se répartissent les probabilités en fonction du nombre de succès, on utilise la fonction de masse. On représente ainsi la probabilité en fonction du nombre k de succès. Ici, j'ai représenté les probabilités pour n essais. On observe ainsi que les fonctions de masse ont généralement une forme de courbe en cloche. Une autre représentation utile de la loi binomiale est de représenter la probabilité que x soit au plus égal à k, c'est-à-dire que le nombre de succès soit au plus égal à k. On représente cette fonction en fonction de k et on appelle ça la fonction de répartition. Ici, j'ai représenté une fois de plus, pour une loi binomiale à 50 essais, la fonction de répartition pour différentes probabilités 0,1, 0,3 et 0,5. Pour obtenir les valeurs de la fonction de répartition dans R, on utilisera la fonction p-binôme, dans laquelle on injectera le nombre de succès, le nombre total d'essais et la probabilité qu'un essai soit un succès. Comme la probabilité que le nombre de succès soit au moins égal à k est la somme des probabilités de 0 à k que le nombre de succès soit exactement égal à k, on observe que pour passer de la fonction de masse à la fonction de répartition, on va simplement faire la somme des différents bâtonnets de 0 jusqu'à k pour obtenir la valeur en k de la fonction de répartition. Finalement, il est bon de retenir également l'espérance et la variance d'une loi binomiale. Si la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale de probabilité P pour n essais, alors l'espérance est donnée par n fois P, et la variance est donnée par le produit de n fois P fois 1 moins P. Ainsi, par exemple, si on reprend l'expérience de croisement des drosophiles, où on avait 10 essais, c'est-à-dire 10 mouches, et une probabilité 1/2 qu'une mouche ait les yeux rouges, le nombre moyen de mouches aux yeux rouges, c'est-à-dire l'espérance, sera de 5, c'est-à-dire 10 multiplié par 1/2, et la variance sera de 2,5. Une autre loi de probabilité assez courante pour les variables discrètes est la loi de Poisson. Ainsi, si lambda est le nombre moyen d'événements indépendants se produisant pendant un intervalle de temps fixé, alors la loi de probabilité pour qu'un nombre k d'événements se produisent pendant l'intervalle de temps est donnée par la loi de Poisson, et donc la probabilité qu'on observe k événements pendant ce temps est lambda à la puissance k divisé par k factoriel multiplié par l'exponentielle de moins k. Cette loi pourra par exemple donner le nombre de SMS que vous recevez en une heure, ou le nombre de fois qu'une protéine sera synthétisée dans une bactérie pendant 10 minutes. Dans R, cette probabilité sera donnée par la fonction d'époise, dans laquelle on mettra k pour le nombre d'événements qui se produisent, et lambda, le paramètre de la loi de Poisson. Comme pour la loi binomiale, on peut représenter la probabilité en fonction de k, donc par la fonction de masse. Ici, je représentais la fonction de masse pour différents lambda, qui sont 1, 3,7 et 15. Et de même que pour la loi binomiale, on a également la fonction de répartition, qui permet d'obtenir la probabilité d'avoir au plus k événements pendant un temps donné. Les valeurs de cette fonction sont données dans R par la fonction p-poise, dans laquelle il faudra également mettre le nombre k et le paramètre lambda. Dans cette deuxième partie sur les lois de probabilité, nous allons passer aux variables continues. Nous allons commencer par la loi la plus importante qui existe, la loi normale. Comme je vous le disais en introduction, ce qui est vraiment remarquable avec les lois de probabilité, c'est qu'elles peuvent décrire des situations extrêmement différentes. Ici, par exemple, j'ai représenté à gauche l'âge des mères des enfants qui sont nés en 2018, et à droite, la surface de l'aile antérieure des papillons monarques adultes. Vous voyez que dans les deux cas, on parle évidemment de données complètement différentes, mais dans les deux cas,
la répartition des données suit la même loi. Les choix qui vont aboutir au fait qu'une femme ait un enfant à un âge donné est évidemment quelque chose d'extrêmement complexe qui va mélanger des causes socio-professionnelles, des causes personnelles, des causes biologiques. Et de même, la surface d'aile de papillon va être influencée par énormément de facteurs qui peuvent être environnementaux ou génétiques. Et dans les deux cas, en fait, le fait que ces données suivent des lois normales provient du fait que dans les deux cas, elles soient la cause d'un nombre extrêmement important de facteurs. Revenons un instant sur Galton, dont je vous avais parlé au début du cours. Galton avait compris que la loi normale provenait du fait qu'un phénomène était la conséquence d'un nombre important de facteurs aléatoires. Pour le montrer dans une expérience, il utilisa une planche sur laquelle des clous étaient espacés régulièrement. Il lançait des billes une à une en haut de la planche et suivait leur trajectoire jusqu'en bas de la planche. Chaque rebond d'une bille sur un clou représente l'effet d'un facteur aléatoire. De façon remarquable, en lançant beaucoup de ces billes, on observe que leurs positions en bas de la planche suivent une loi normale. Je vous laisse cliquer en haut à droite de la vidéo ou taper sur un moteur de recherche la planche de Galton pour voir cette expérience être réalisée. La formulation mathématique de la loi normale a d'abord été introduite par De Moivre, puis reprise par Laplace et Gauss, et la formulation est la suivante. Si une variable aléatoire x de moyenne mu et d'écart type sigma suit une loi normale, alors les valeurs x prises par la variable sont données par la densité de probabilité suivante. F de x est égale à la fraction de l'écart type fois la racine carrée de pi, multiplié par l'exponentielle de moins x moins la moyenne, le tout au carré, divisé par 2 sigma au carré. Et généralement, on écrira que la variable aléatoire x suit la loi normale sous la forme x tilde n pour loi normale, et entre parenthèses mu et sigma carré, c'est-à-dire la moyenne et la variance de la loi normale. Alors ici, on parle de densité de probabilité et non de probabilité comme on le faisait pour les lois de variables discrètes, simplement parce que pour les variables continues, les probabilités se calculent pour des intervalles et non pour des valeurs précises. Ainsi, pour une variable aléatoire continue, on décrira par exemple la probabilité que x appartienne à l'intervalle x1, x2 par l'intégrale de x1 à x2 de la densité de probabilité f de x dx. On peut comprendre cette relation un peu plus simplement, de façon géométrique, en se souvenant que l'intégrale est la surface sous une courbe, et ainsi la probabilité que x soit dans l'intervalle x1, x2 correspond à l'aire sous la courbe de densité de probabilité entre x1 et x2. Il faudra retenir un certain nombre d'intervalles, notamment les intervalles à plus ou moins 1, plus ou moins 2 et plus ou moins 3 sigma. Ainsi, la probabilité que x appartienne à l'intervalle plus ou moins sigma autour de la valeur moyenne est environ égale à 2 tiers, ou plus précisément à 68,3%. L'intervalle centré autour de la moyenne à plus ou moins 2 sigma est de 95,4%, et l'intervalle à plus ou moins 3 sigma autour de la moyenne est de 99,7%. On retiendra également les deux intervalles à 95 et 99% qui seront particulièrement utiles dans le chapitre suivant. L'intervalle à 95% est obtenu à plus ou moins 1,96 fois l'écart type, et l'intervalle à 99% à plus ou moins 2,56 fois l'écart type. Similairement à ce qu'on avait pour la loi binomiale, la fonction de répartition, c'est-à-dire la probabilité que x soit au plus égal à x0, est obtenue ici non pas par une somme, mais par une intégrale. Cette probabilité sera ainsi l'intégrale de moins l'infini à x0 de la densité de probabilité. J'ai représenté ici graphiquement, par exemple, la fonction de répartition pour la valeur mu plus 2 sigma, c'est-à-dire la moyenne plus 2 fois l'écart type. Dans R, la fonction de répartition sera P norme, où on mettra en argument la valeur particulière d'intérêt, x0, ainsi que la moyenne et l'écart type qui définissent la loi normale. On va réutiliser assez régulièrement cette fonction de répartition car elle peut être très utile pour déterminer des intervalles. Par exemple ici, si on veut déterminer la probabilité que x soit dans l'intervalle plus ou moins 2 sigma centré autour de la valeur moyenne, on va pouvoir le calculer comme étant la soustraction de la probabilité que x soit au moins égal à mu plus 2 sigma,
moins la probabilité que x soit au moins égal à mu moins 2 sigma, ce qu'on comprend assez aisément d'un point de vue graphique. Ainsi, dans R, sachant que la fonction de répartition est p-norme, on pourra simplement faire la soustraction des valeurs prises par la fonction p-norme à moyenne plus 2 fois l'écart type et moyenne moins 2 fois l'écart type. Les lois normales sont définies pour des moyennes et des écarts types donnés, mais évidemment, il y a une infinité de lois normales pour une infinité de moyennes et une infinité d'écarts types. Ceci a historiquement posé problème parce qu'il était difficile de calculer pour chacune de ces lois les valeurs exactes de la densité de probabilité pour ces différentes valeurs de moyenne et d'écart type. Ainsi, dans un souci de simplification, on a introduit la loi normale centrée réduite. Elle est centrée parce que la moyenne de cette loi normale est de 0, et on dit qu'elle est réduite parce que l'écart type de cette loi est exactement égal à 1. Pour cette loi, généralement, on n'utilisera plus la variable grand X, mais on utilisera la variable réduite Z, et cette variable va suivre donc une loi normale de moyenne nulle et de variance 1. Je vais parler de variable réduite. On fait un changement de variable en réalité, et on définit Z par le rapport de x moins la moyenne divisé par l'écart type. Nous verrons que cette formulation est particulièrement utile pour l'étude d'intervalles de confiance et également pour d'autres fonctions que nous allons utiliser par la suite. Tout comme la loi normale générale, il faudra retenir en particulier deux valeurs pour la loi normale centrée réduite. L'intervalle à 95%, qui est obtenu pour des valeurs de z entre moins 1,96 et plus 1,96, et l'intervalle à 99%, qui est obtenu pour des valeurs de z entre moins 2,58 et 2,58. Nous allons finir par une deuxième loi de probabilité pour variable continue, la loi exponentielle. La loi exponentielle est aussi très courante et elle décrit le temps moyen entre deux événements. Plus formellement, si 1 sur lambda est la durée moyenne entre deux événements aléatoires, alors la durée entre deux événements aléatoires est donnée par la loi exponentielle. Sa densité de probabilité est donnée par la fonction lambda multipliée par exponentielle de moins lambda t, où t ici est un temps. Cette loi pourra par exemple donner la durée séparant deux potentiels d'action, le temps séparant la réception de deux SMS, ou le temps d'ajout d'un monomère à un polymère d'actine. On peut représenter la densité de probabilité d'une loi exponentielle, qui suit bien évidemment une exponentielle décroissante. Et la dernière chose qu'il faudra retenir, c'est que l'espérance d'une loi exponentielle est donnée par 1 sur lambda, et la variance par 1 sur lambda au carré. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans le cours numéro 3. Nous allons parler d'estimateurs et d'intervalles de confiance. Bon courage à tous.